Euh, oui, ça c'est bon. On enregistre. Action. Bon, je reprends. Voilà, j'ai compris. Donc, oui, je m'appelle Mélissa Cormier. Donc, j'ai eu la chance d'intégrer le service patrimoine avec Hélène. Coupez bien vos micros. Ouais, alors je coupe. C'est bon. Donc, j'ai eu la chance d'intégrer ce service l'été dernier. Donc, voilà, je pense que pour beaucoup d'entre vous, je suis une nouvelle tête. Et donc, on commence avec cette conférence en visio, mais j'ai bien hâte aussi d'être plus sur le terrain et puis de vous rencontrer aussi lors de futurs événements. Donc, il y a plein de belles choses à venir. Et en parlant d'événements, écoutez, on va commencer déjà avec cette conférence parce que c'est un challenge, je peux vous dire, à chaque fois de traiter ces sujets-là. On essaye de faire 45 minutes parce que là, par exemple, on va commencer donc avec les salles de spectacle. Show must go on. Alors, pourquoi les salles de spectacle? C'est qu'avec Hélène, on a réfléchi donc aux monuments qu'il y a à l'île de Ré. Et donc, bien évidemment, on a pensé à la Malines. Alors, on s'est dit, bah, tiens, on pourrait faire une conférence qui reprend un peu les salles de spectacle depuis leurs origines dans le monde occidental. Parce que sinon, là, je fais des heures, même des journées de conférences si on parle dans le monde entier. Donc, les origines dans le monde occidental jusqu'aux salles de spectacle actuelles et donc, bien évidemment, à l'île de Ré, la Malines, parce qu'on fait toujours le lien avec notre mission Réthèse. Alors, ouais, ça marche. Alors, au programme de cette soirée, je vous propose un peu comme au théâtre, quitte à être dans le sujet, autant y aller jusqu'au bout. Alors, en acte 1, on va commencer notre petit voyage dans l'Antiquité gréco-romaine, Vela Erunt. Alors, vous verrez ce que ça veut dire durant la conférence. Je laisse un petit suspense. Donc, on va commencer avec ses origines antiques. Ensuite, je vous propose une entr'acte médiévale. Et acte 2, une Renaissance italienne, suivi d'un acte 3, les Lumières en France, donc au XVIIIe siècle. Acte 4, des salles à la française au théâtre contemporain. Et le final, le meilleur pour la fin, évidemment, la Malines. Alors, eh bien, écoutez, on va commencer déjà notre voyage en Grèce parce que c'est ici qu'est née donc l'architecture occidentale des salles de spectacle. Alors, le théâtre, en Grèce antique, il aurait commencé dès le 7e, 6e siècle avant notre ère. Donc, c'est l'époque archaïque qu'on appelle. Et dans un premier temps, notamment, on sait qu'à Athènes, il y avait des théâtres en bois. Alors, ils sont surtout attestés par des sources littéraires, parce que vous vous doutez bien que le bois, ça ne se préserve pas avec le temps. C'est vraiment des découvertes archéologiques exceptionnelles quand c'est le cas. Et donc, nous n'avons pas de traces archéologiques de ces premiers monuments athéniens, mais nous en avons enfin en pierre à partir du IVe siècle avant notre ère. Donc là, c'est répertorié. Et ces théâtres, en fait, ils étaient construits dans le cadre des concours religieux, qui étaient plus ou moins importants durant l'Antiquité grecque, selon les villes. Et notamment dans ces concours, il y avait des épreuves musicales. Donc musicales, ça englobait autant la musique que le chant, la poésie, les drames, et j'en passe. Et donc, je vais faire juste un exemple de théâtre grec, parce que bon, il faut quand même qu'on arrive à la Malines à la fin. Alors, mon attention s'est portée, je vais vous montrer le théâtre d'Asclépios à Épidore. Donc, Asclépios, c'est la divinité de la médecine. Et à Épidore, nous avons donc tout un sanctuaire dédié à cette divinité. Et dans ce sanctuaire, donc, nous avons ce théâtre. Et c'est vraiment un bel exemple de théâtre grec. Donc, vous voyez ici, ah c'est bon, ça marche. Vous voyez comment il est parfaitement intégré dans la colline ici. Donc, les gradins sont adossés au relief naturel. Et vous voyez aussi que c'est un édifice qui est en plein air. Aujourd'hui, on conçoit les salles de spectacle fermées, alors qu'à l'époque, tout commençait vraiment comme ça. Et finalement, il y avait juste un magnifique panorama comme fond de scène, si je puis dire. Et ici, les gradins que vous voyez pouvaient accueillir jusqu'à 14 000 spectateurs.
Et ils ont ici, vous voyez, une forme en demi-cercle outrepassé. Donc, outrepassé, hein, ça veut dire qu'on dépasse ici le demi-cercle. Donc, ça, c'est typique des théâtres grecs. Et aussi, au milieu, nous avons ici l'orchestra. Donc, c'était l'espace de jeu des musiciens, acteurs et chanteurs. Et cet espace était accessible par les portes latérales, les paradoïs. Donc, une parados au singulier en grec ancien. Et d'ailleurs, j'en profite, vous voyez ce monument avec les gradins? En fait, c'est de là aussi que vient le mot théâtre. Théâtre, ça vient du grec ancien, je vous l'ai mis ici, théatron. Et en fait, théatron, c'est l'observatoire, c'est le point de vue du spectateur qui observe la scène. Donc, c'est vraiment intéressant comment aujourd'hui, le théâtre, on pense plutôt aux acteurs, à ce qui est présenté, alors qu'en fait, le mot à la base, désigne l'emplacement où sont les spectateurs, leur point de vue. Et on poursuit. Donc, ici, je vous ai parlé de l'orchestra. Et devant, nous avons ce bâtiment ici avec la skéné. Donc, la skéné, vous vous en doutez, ça a donné le mot la scène. Et la skéné, en grec ancien, ça veut dire la tente ou la cabane. Donc, souvent, les historiens et archéologues imaginent que c'était la structure originelle de cet édifice qui, petit à petit, est devenu un vrai bâtiment en pierre. Et la skéné, ce n'est pas la scène comme on pense aujourd'hui. À l'époque, c'était plus en fait une arrière-scène. C'est là où on stockait le matériel de mise en scène, les costumes, etc. Donc, à partir du moment où il y avait l'installation de la skéné, les acteurs avaient vraiment tout un jeu possible, plus complexe et varié, si je puis dire. Et devant cette skéné, donc vous voyez ici, je vous ai mis une élévation pour vous rendre plus compte. Nous avons le proskenion, donc pro avant, donc l'avant-scène. Et en fait, c'est sur cette avant-scène que les acteurs jouaient. Et aussi, ce qui est assez, bon, c'est un petit détail, moi je trouve ça toujours drôle, mais vous voyez, il y a des rampes ici, latérales. Et donc, ainsi, ça permettait aux acteurs de jouer entre le proskenion et l'orchestra, donc en utilisant les rampes. Alors, on peut imaginer un jeu assez dynamique. Et d'ailleurs, ces acteurs, quand ils étaient, ou chanteurs, quand ils étaient au milieu de l'orchestra, ils n'avaient pas besoin de pousser la voix très fort. Parce qu'à Épidore, on a vraiment une acoustique exceptionnelle. Alors, je ne sais pas si vous y êtes allé ou si un jour vous y allez, mais écoutez, c'est une expérience, je trouve que quand même incroyable. On est vraiment au milieu. Et donc, si vous y allez pour clamer des textes, par exemple, parodiques d'Aristophane, eh bien, vous allez faire un vrai voyage dans le temps et vous verrez qu'on vous entend de tout en haut des gradins, comme le chat ici. Donc, oui, petit clin d'œil, il y a beaucoup de chats en Grèce antique. Et donc, vous voyez, on entend très bien, en fait, du haut des gradins depuis jusqu'à l'orchestra. Alors, pourquoi cette acoustique exceptionnelle? Donc, en fait, l'architecte Polyclète, donc l'architecte antique qui a conçu ce théâtre, il a pensé ce bâtiment de telle sorte, en fait, qu'il n'y a aucune surface plane à Épidore. Il n'y a pas de ligne de fuite. Donc, résultat, en fait, toutes les ondes sonores, par exemple de ma voix, qui partent de l'orchestra, eh bien, en fait, elles vont se réfléchir à chaque fois. Donc, vous voyez, c'est comme quand on fait tomber une pierre dans l'eau, on voit les ondes tout autour. Eh bien là, c'est pareil. Les ondes vont avoir ces obstacles et ces obstacles, à chaque fois, vont réfléchir les ondes. Donc, après, c'est pour ça qu'on a une acoustique à la finie, si je puis dire. Ensuite, ces édifices théâtraux sont arrivés petit à petit en Italie, donc d'abord par l'Italie du Sud, par les colonies grecques en fait, et petit à petit, ce type de monument a migré vers l'Italie du Nord pour devenir un nouveau type architectural. Et ces théâtres en Italie du Nord, donc à Rome, vous me voyez venir, accueillaient eux plutôt des jeux ou des fêtes publiques en l'honneur des dieux et des empereurs. Et les empereurs étaient aussi des dieux pour eux. Et l'un des premiers théâtres vraiment
emblématique romain, c'est celui que je vous ai mis. C'est celui de Marcellus à Rome, qui a été inauguré en l'an 13-11 avant notre ère. Et vous voyez que contrairement au théâtre d'Épidore que nous venons de voir, lui, il est construit complètement sur un terrain plat. Donc là, c'est une vraie révolution avec l'architecture romaine. On ne dépend plus des contraintes du terrain. Donc vous voyez ici que les gradins sont dits creux en fait. Ils sont construits sur des voûtes et portés par des murs rayonnants. Et cet espace creux, si je puis dire, accueille en fait plusieurs couloirs, escaliers qui permettent en fait d'accéder à l'ensemble de la structure et des gradins plus facilement en fait. Parce que vous vous souvenez du théâtre grec avec les portes latérales et ensuite on accédait au milieu de la scène et là on montait dans les gradins. Alors qu'ici, on a vraiment une meilleure circulation. Et vous voyez à gauche, je vous ai mis donc l'extérieur de ce système de voûtes et d'arcades. Donc, chaque lignée d'arcades, en fait, correspond à une rangée de gradins. Et aussi, ces gradins, c'est toujours intéressant. Ça, on va le voir dans beaucoup d'époques historiques, mais ces gradins reflètent un peu la stratigraphie, si je puis dire. Donc, la stratigraphie, c'est la superposition des couches de terre. C'est un terme qu'on utilise beaucoup en archéologie. Et donc là, en fait, je reprends ce terme archéologique pour la stratigraphie sociale, si je puis dire. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, en bas des gradins, c'était les meilleures places pour l'époque. Donc, c'était les personnes les plus riches de la société romaine, les plus importantes, comme les sénateurs. Viennent ensuite les chevaliers. Et tout en haut, alors là, c'était vraiment le bas du bas de la société, on retrouvait les femmes. Aussi, le spectacle ne se donne plus sur l'orchestra comme on a vu dans les théâtres grecs, mais désormais, ça se fait sur la scène que l'on a ici. Et donc, on voit aussi apparaître un nouveau concept en parlant de scène. On le voit très bien sur la reconstitution 3D. C'est en fait l'arrière-scène qui est un mur, hein, vous voyez, qui est orné donc de colonnes, bas-reliefs et sculptures qui participaient à la mise en scène des pièces, mais surtout à la mise en scène de la magnificence de l'Empire romain. Et à l'arrière de ce mur de scène, ici, vous voyez, nous avons deux basiliques ici qui accueillaient les spectateurs. Ces basiliques, elles n'avaient pas de fonction religieuse comme on peut le penser aujourd'hui. Et ça me fait un petit avant-goût en fait de la conférence que je vais donner sur les basiliques. Alors, si je ne m'abuse, ça sera au mois d'avril, dans 2 mois. Donc, je reviendrai dessus. Et donc, je vous invite à prendre place dans ce théâtre et assister à un spectacle qui était très populaire à l'époque, qui représentait sur cette mosaïque de Pompéi. C'était la pantomime. Donc, la pantomime mettait en scène un danseur qui était seul, masqué ici, obligatoirement un homme, et donc il mimait l'action qui était chantée par le chœur. Et ce spectacle, à l'époque, il avait beaucoup de succès parce qu'en fait, les spectateurs n'avaient pas besoin de connaître le latin pour le comprendre, surtout dans l'Empire romain, et qui vous voyez un petit peu, mais englobe une grande partie de l'Europe et même de l'Afrique du Nord. Donc, vous imaginez qu'on parlait plein de langues différentes. Et donc, ainsi, j'ai distingué le théâtre grec du théâtre latin, mais en fait, c'est Vitruve qui l'a fait en premier dans ses ouvrages De Architectura. Vitruve, c'était un architecte romain du 1er siècle. Et vraiment, c'est une référence pour l'architecture des monuments antiques. Mais beaucoup d'architectes, par la suite, dans l'histoire, vont se référer à l'ouvrage de Vitruve. C'est pour ça que je le mentionne. Donc, vous voyez très bien ici les théâtres grecs que l'on a à gauche. Donc là, je vous ai remis Épidore. Donc, on voit bien le demi-cercle outrepassé et ici, pas de mur de scène, juste la petite skénée, mais c'est tout. Et là, comparé donc au théâtre romain de Marcellus, donc avec un demi-cercle parfait qui s'arrête et le fond de scène.
Donc, on commence d'ailleurs avec le théâtre romain, vous voyez, à clôturer de plus en plus le lieu de spectacle. Et aussi, dès le IIe siècle, le théâtre commence progressivement à être délaissé au profit d'un autre monument qui est l'amphithéâtre, que je vous ai mis ici, par exemple avec le Colisée. Et l'amphithéâtre, en fait, on peut imaginer que ce sont deux théâtres collés qui se font face, en fait. Et donc, c'est le genre de lieu qui abritait, par exemple, des combats de gladiateurs, dont je vous ai mis un graffiti ici de Pompéi. Et aussi, le spectacle était annoncé à l'époque. Alors, on n'avait pas justement les événements Facebook, réseaux sociaux comme aujourd'hui, comme moyen de communication. Donc, c'était des affiches ou des graffitis sur les murs qui annonçaient les spectacles. Et c'était écrit le fameux, ce que j'ai mis ici, Vela erunt. Ça veut dire les toiles seront déployées. Les toiles, en fait, c'est ceci que l'on a en rouge. Ça s'appelle le vellum. Et donc, c'était des toiles qui étaient déployées au-dessus des spectateurs, notamment pour les abriter du soleil. Parce qu'on imagine qu'en Italie, ça tape. Et si je ne m'abuse, je crois que dans l'amphithéâtre du Puy du Fou, l'été, ils l'ont aussi. Donc, voilà, vous pouvez voir également pour faire la petite expérience version antique. Alors maintenant, après ce premier acte, je vous propose une entr'acte médiévale dans les salles de spectacle. Alors, pourquoi je parle d'entr'acte? C'est parce qu'en fait, à la fin de l'Antiquité, les guerres du IIIe siècle ont beaucoup affecté les villes de l'Empire. Et elles étaient alors, en fait, dans l'incapacité de faire face à cette crise. Ça a entraîné un appauvrissement qui a rendu impossible la maintenance des salles de spectacle. Parce que c'est bien beau de construire, mais bon, on le sait, hein, mais après, il y a toute une logistique, une maintenance, et c'est du budget aussi, et des moyens. Et donc, dans ce contexte, les salles de spectacle antiques tombèrent petit à petit en ruine par manque d'entretien, en fait, tout simplement. Et les matériaux étaient souvent remployés pour la construction d'autres édifices publics comme des remparts. Par exemple, à Bordeaux, vous en avez des blocs, des monuments antiques qui sont notamment du Palais Gallien, qui sont remployés dans les remparts par la suite. Vous le verrez au musée d'Aquitaine si vous allez à Bordeaux. Je vous ai mis aussi un exemple de remploi carrément des bâtiments antiques. Donc ici à Arles, les alvéoles, par exemple, de l'amphithéâtre étaient occupées par des habitations dès le début du 5e siècle. Petite parenthèse, les illustrations que j'ai mises ici, ce sont des illustrations du XVIIe siècle, parce que je n'en avais pas de l'époque du Moyen-Âge, mais ça vous donne quand même une idée, hein, c'est pas très loin. Ou aussi, comme les amphithéâtres étaient vraiment clos, eh bien, ça pouvait servir de lieu pour se défendre en fait en cas d'attaque. Il y a un autre facteur aussi qui est important au Moyen-Âge dans l'abandon des salles de spectacle, c'est la chrétienté, qui s'impose graduellement comme une nouvelle religion exclusive par le biais des empereurs romains à la base. Et donc, les nouveaux investissements, en fait, se font plus donc vers des édifices religieux et qui étaient même parfois construits sur des ruines d'amphithéâtres, comme ici, je vous ai mis la cathédrale de Metz. Et là, on voit ici donc l'amphithéâtre antique. Et ces salles de spectacle antiques sont en fait petit à petit les cibles des pères de l'Église, comme par exemple Jean Chrysostome, qui finissent par condamner les spectacles traditionnels et les monuments ludiques finissent par être complètement interdits dès la deuxième moitié du VIe siècle. Néanmoins, même si nous n'avons plus de salles de spectacle à proprement parler au Moyen-Âge, surtout dès le Xe siècle, les spectacles ont un nouveau terrain, c'est plutôt la rue. Hein. C'est là qu'on va avoir vraiment la tradition, par exemple, de la fête des fous, d'ailleurs du carnaval, hein, ça va être la saison, et la tradition des troubadours aussi du Moyen-Âge. Alors, acte 2, donc on va rentrer maintenant dans le XVe siècle en Italie. Donc, on a le courant de pensée humaniste à cette époque qui veut restaurer l'Antiquité, donc le théâtre antique. Je vous ai mis ici à gauche
une représentation de Leon Battista Alberti, qui a écrit un ouvrage de référence De Re Aedificatoria, qui est dédié en fait à l'ornement des édifices publics profanes. Et d'ailleurs, le livre 8 est complètement consacré au théâtre et amphithéâtre antique. Donc, si vous voulez creuser aussi, je vous dirige vers lui. Et sa description en fait du théâtre antique a servi de base au futur traité consacré à cet art architectural. C'est pour ça que c'est important pour moi de vous le mentionner. Et donc, à cette époque, les performances théâtrales reprennent dans des lieux intérieurs, si je puis dire, en Italie. Donc, d'abord dans des palais. Donc, on commence à être dans un lieu clos, mais à l'époque intime, contrairement au théâtre antique ouvert et au spectacle de rue, par exemple, du Moyen-Âge. Donc, ces spectacles avaient lieu à l'occasion de banquets, de fêtes, et on pouvait avoir donc, par exemple, des fables mythologiques, des pièces de dramaturges latins, comme on revenait à l'antique, des danses mauresques, etc. J'en passe. Tout un programme. Et donc, c'est dans ce contexte de renaissance à l'antique que on a une restitution d'un théâtre à l'antique. Donc ici, je vous ai mis le magnifique Olimpico de Vicence, qui a été construit dans les années 1580 par l'architecte Andrea Palladio. Donc aussi Palladio, c'est quelqu'un qu'on va beaucoup retrouver dans les essais et études d'architecture théâtrale. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil au théâtre à l'antique, mais vous voyez, c'est quand même drôle, on est dans un espace clos, mais il a quand même peint le ciel ici comme si on était en extérieur, comme durant l'Antiquité. Et à cette restitution à l'antique s'oppose l'art baroque avec la naissance du fameux théâtre à l'italienne dont on entend souvent parler. Donc ici, je vous ai mis pour l'illustrer le théâtre de la Pergola de Florence qui a été inauguré en 1661. Et ce type de théâtre devient désormais public et payant. Et c'est aussi un lieu de recherche, de perspective, de mise en scène et d'acoustique. Donc, par exemple, pour la perspective, donc souvent, on mettait une toile. Donc, j'ai fait un clin d'œil avec la cité idéale d'Urbino qui date du XVe siècle. Donc, des toiles qui représentent dans le fond de scène un site, comme ici un paysage, avec la perspective. Donc, ça, c'est une révolution aussi en histoire de l'art. Donc, pour ainsi ne plus avoir un panorama, quelque chose de trop fixe comme on avait, de vraiment entrer dans le décor. Bon, par contre, ça avait ses limites parce que la perspective est parfaite pour la personne qui est en face. Donc, vous imaginez que là où il y a mon petit curseur, c'était la loge princière, par exemple. Donc, l'effet était parfait pour les personnes assez riches qui étaient face à la scène. Aussi, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit l'introduction d'un cadre de scène qui sépare désormais le public du spectacle. Et on a aussi l'introduction à l'époque de coulisses mobiles. Vous savez, c'est aussi un peu l'époque des inventions, comme on pense à Léonard de Vinci. Imaginez toute une machinerie et aussi le déploiement que l'on voit ici d'un rideau, le fameux rideau théâtral, et ça vient de cette époque-là, pour cacher la scène lors de ces fameux changements de décor, parce qu'on a les techniques, les moyens. Donc, on ferme pour passer d'un décor à l'autre. Donc, vous voyez à tel point c'était un lieu de création et d'innovation, en fait. Donc aussi, vous voyez, nous avons une organisation spatiale qui est en ellipse et ça permet vraiment d'avoir des bonnes conditions acoustiques et visuelles. C'est pour ça que je vous parlais aussi de recherche acoustique. Et aussi, dans ce théâtre, on voit encore la différenciation des classes sociales. Donc, vous voyez, nous avons l'intégration de loges dans les théâtres italiens dès la fin du XVIe siècle. Et ces loges, elles étaient tantôt en retrait ou tantôt à la verticale, selon la recherche en fait de logistique, d'acoustique et d'optique. Bon, c'est aussi une logistique en soi, mais on tâtonne beaucoup à chaque fois. Mais vous voyez qu'en contraste de cette richesse intérieure,
eh bien, l'aspect extérieur de la pergola est vraiment très sobre. En fait, on n'imagine pas du tout dans cet espace urbain qu'il y a un tel édifice de spectacle. Et maintenant, acte 3, Lumière. Nous entrons dans le fameux siècle des Lumières, donc français, le XVIIIe siècle. Et à l'époque, il y a une vraie théatromanie, pour reprendre ce terme qui est cité souvent dans des livres d'histoire. Et en fait, au début du siècle, les premiers théâtres sont d'abord des structures de fortune. On l'a vu un petit peu partout, hein, dans l'Antiquité ou dans la Renaissance italienne. Quand une mode vient ou revient, d'abord, on a des structures pas complètement abouties. Donc, au début, les premiers théâtres en France, après le Moyen-Âge, étaient montés sur des tréteaux ou aménagés même dans des jeux de paume, des hangars, des granges, et j'en passe. Hein. Il y avait beaucoup de formats possibles. Et cela va de pair, d'ailleurs, à l'époque, l'extérieur n'était pas caractérisé, un peu comme on a vu avec l'exemple de Florence. Donc ici, pour la France, je vous ai mis l'exemple à Paris de la Comédie Française, donc de la rue des Fossés Saint-Germain-des-Prés, qui date de la fin du XVIIe siècle. Alors là, vous voyez, on a pourtant un vrai édifice à l'intérieur théâtral, hein, qui n'était pas du tout de fortune, mais même avec ça, vous voyez comment l'extérieur, en fait, ne laisse pas du tout présager d'un théâtre derrière, on dirait plutôt un hôtel particulier. Donc, on sait plus que c'est un théâtre grâce au décor sculpté et à une plaque qui indique la fonction de l'édifice. Et peu à peu, on voit qu'en France, les villes se dotent de lieux de spectacle et de troupes à demeure. Mais il y a toujours ce décalage, en fait, entre cet engouement, donc la théâtromanie, et la vétusté des salles. Et d'ailleurs, c'est critiqué notamment par Voltaire dans Le Temple du Goût. Alors là, je vous le cite. « Un jour, des salles de vos spectacles seront dignes des ouvrages immortels qu'on y représente. » Donc, ceci appelle à une nouvelle conception du monument de spectacle. Et c'est là qu'arrive le marquis de Marigny. Alors, c'était le surintendant des bâtiments à l'époque en France et il s'est inspiré en fait du Grand Tour. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un voyage très à la mode à l'époque où des artistes scientifiques en tout genre faisaient un tour de l'Antiquité, des sites antiques, pardon, pour s'inspirer, comme ils servaient de modèle. Hein, on est encore un peu aussi dans les pensées de la Renaissance. Donc, le marquis de Marigny est parti faire son grand tour à lui en Italie. Il était accompagné pour cela de l'architecte Jacques-Germain Soufflot et du dessinateur Charles-Nicolas Cochin. Et en découvrant les ruines romaines, ce voyage leur a permis d'avoir un regard critique sur le théâtre français de l'époque, mais aussi sur le théâtre italien, dont les loges superposées, dont je vous ai parlé, sont comparées, je cite, à des catacombes ou encore à des cages à poules dorées. C'était assez imagé hein, à l'époque. Et on peut voir qu'il y avait une vraie opposition entre les théâtres pourvus de loges privées. Et d'ailleurs, autant en Italie qu'en France, hein, ces loges privées servaient comme lieu de rendez-vous pour faire du commerce, signer des contrats, lieu de sociabilité où on jouait aux cartes ou même on faisait des rencontres galantes. Hein. Et donc, ces lieux étaient jugés dans le temps des Lumières comme des lieux de distraction et on n'était pas concentré en tant que spectateur sur ce qui se passait sur scène. Et les Lumières préféraient à cela un théâtre qui représentait plutôt un lieu d'instruction. Donc, ils voulaient supprimer les loges pour une meilleure attention, mais aussi une meilleure acoustique du public. Mais entre les bonnes intentions et le terrain, hein, ça ne date pas d'hier, hein, il y a souvent donc un écart. Et on va le voir avec l'exemple du nouveau Grand Théâtre de Lyon, qui est inauguré en 1753. Donc, il a été conçu par l'architecte, justement, Jacques-Germain Soufflot, qui faisait partie de ce grand tour des architectes en Italie. Et d'ailleurs, aussi, ce théâtre, il a été construit sur un ancien jeu de paume et on reprend un petit peu les plans.
Et pour Soufflot, il n'a pas été possible de supprimer ces loges. Elles étaient beaucoup trop ancrées en fait dans les pratiques bourgeoises. Parce que il ne faut pas non plus perdre à l'esprit que le théâtre, oui, c'est un lieu où on va voilà, faire de la sociabilité ou apprécier de l'art, mais c'est surtout, comme tout en fait, hein, une entreprise commerciale. Hein. Comme on dit, business is business, et ces loges privées engendraient beaucoup de revenus. Donc, en fait, cet aspect commercial explique aussi les hésitations, les résistances ou les compromis architecturaux que l'on peut voir en fait. Et avec ces contraintes, donc Soufflot a essayé de prendre le meilleur parti à la fois des salles italiennes que des salles à la française. Et il a l'idée d'adapter les gradins à l'antique aux normes sociales de son temps. Donc, on voit ici qu'il adopte des balcons continus et il abaisse les écrans de séparation. Donc, et il dispose les étages en retrait les uns par rapport aux autres pour avoir une meilleure visibilité et une meilleure acoustique aussi. Et ça, c'est une étape déterminante dans l'évolution des salles de spectacle. On a aussi un développement avec le théâtre de Besançon par l'architecte Claude Nicolas Ledoux, qui a été inauguré en 1784. Et là, on voit que la scène devient enfin réservée aux acteurs. Alors là, je vous ai mis une illustration à droite. Ce n'est pas tiré du théâtre de Besançon, mais c'est pour illustrer mon propos. En fait, il faut imaginer que jusque-là, on avait, vous voyez ici sur les côtés, on avait carrément sur la scène des bancs pour le public. Donc, il n'y avait aucune séparation, en fait, entre le spectacle et les spectateurs, malgré le cadre de scène. En fait, ce cadre, il était envahi par le public. Donc là, on supprime cela et une attention particulière donc, est portée enfin à ce cadre de scène. Et je vous cite Jean-Georges Noverre, qui était maître de ballet à l'époque. Je cite pas mal le XVIIIe siècle, mais je trouve que c'est toujours très imagé, c'est assez drôle. Alors, je cite « Si le cadre d'un tableau était chargé d'ornements barbares, si au milieu de ces ornements lourds on plaçait des rangées de têtes à cheveux ou en perruque, en pouf et en panache, que dirait le peintre? Que deviendrait l'effet de son tableau? Voilà l'exemple de nos avant-scènes, coupées par des petites boîtes carrées, d'où sortent une foule de têtes mouvantes qui, malgré leur charme, détruisent celui du théâtre et une partie du plaisir que le public vient y chercher. » Bon, je crois qu'il dit tout là-dedans. D'ailleurs, dans ce tableau de spectateurs, si je puis dire, on peut toujours y voir les différences sociales dans la société de l'époque. Donc, dans le parterre, alors là, ce n'est pas Besançon, encore une fois, bon, désolé, hein, mais c'est pour illustrer. Donc, dans le parterre, on avait ce qu'on appelait les fauteurs de troubles. Donc, c'était les places les moins chères et souvent, elles étaient achetées par des jeunes hommes, étudiants, négociants, et on imagine portés sur la boisson. Et alors, pour l'anecdote, l'historien et magistrat Charles de Brosse rapportait qu'au XVIIIe siècle, il arrivait que les spectateurs des loges, ici, crachaient sur les fauteurs de troubles du parterre par mépris. Donc, on imagine que ça devait être un spectacle autant sur scène que du côté du public à l'époque. Hein. Et donc, bien évidemment, dans les galeries, nous avions plutôt les élites urbaines, car ces places étaient plus chères. Et je vous parlais d'une mise en scène du côté du public. Eh bien, en effet, il y en avait encore du côté des galeries. Alors, il faut savoir qu'au début, les femmes, on n'en voulait pas trop dans les théâtres. Mais bon, finalement, après, on a commencé par les accepter. Bon, si elles accompagnent leur mari, pourquoi pas. Et puis ensuite, on s'est dit, bon, bah, allez, quitte à ce qu'elles viennent dans les salles de théâtre, autant qu'elles participent à l'agrément de la salle. Donc, on mettait les femmes au bord des balcons pour donc participer à cet agrément visuel. Et d'ailleurs, je parle de ça quand même pour venir sur un point. Je ne sais pas si vous aviez remarqué que les théâtres de cette époque-là, sous l'Ancien Régime, sont souvent de couleur bleue, hein, tous les sièges. Alors en fait, c'est parce que oui,
c'était la couleur royale à l'époque. Bon, ça, c'est accessoire. Mais c'est surtout que ça mettait en avant le teint et la toilette de ces dames. D'ailleurs, j'espère que vous avez remarqué que je me suis habillée en bleu pour l'occasion pour mettre en valeur mon teint ce soir, pour être présentable. Toi aussi? On est trop fort, que voulez-vous? On va jusqu'au bout. Et donc, acte 4, on va continuer des salles à la française jusqu'au théâtre contemporain. Donc, après la Révolution et l'abolition des privilèges, à partir de ce moment-là, en fait, tout le monde pouvait ouvrir un théâtre. Et donc, ces monuments se multiplient un petit peu partout, surtout à Paris. Et en parallèle, en fait, il faut imaginer qu'il y avait une rivalité entre les capitales européennes et que donc ces équipements culturels permettent en fait de se mettre en avant. Ça a un caractère ostentatoire entre les villes. Donc, ces monuments s'affirment petit à petit dans le paysage urbain des villes. Et c'est dans ce contexte prestigieux et monumental, donc, tout en s'inscrivant dans un programme d'urbanisme haussmannien, Haussmann, ça vous dit peut-être quelque chose, eh bien, c'est là qu'un concours d'architectes pour le nouvel Opéra de Paris doit choisir donc un futur projet. Donc, je vous ai mis juste une illustration de l'ancien opéra qui a brûlé en 1761. Donc, il fallait remplacer cet édifice. Et alors, 1781, pardon. Et donc, je sais que le suspense est à son comble. Je vais vous dire qui a gagné ce concours. C'est Monsieur Charles Garnier. Hein, oui, on ne s'y attendait pas du tout. Donc, cet opéra a été inauguré en 1875. Et vous voyez que c'est un édifice qui symbolise le goût de l'éclectisme aussi architectural que l'on a dès les années 1830. Donc, l'éclectisme, hein, c'est un mélange de plusieurs genres. Donc, par exemple, on a des styles autant antiques que Renaissance ou l'art gothique, bon, et j'en passe. Et cet édifice est néo-baroque et s'inspire également des salles lyriques d'Europe. Et aussi, l'emplacement de cet opéra, c'est intéressant de le mentionner, il a été choisi par Haussmann lui-même, parce qu'il fallait donc que le quartier du futur opéra, en fait, il devait revêtir une façade qui était unie quand même, hein, avec le programme. Donc ici, on voit que la façade est en harmonie en fait hein, avec le programme architectural d'Haussmann. Donc elle est élancée ici avec les sculptures. Et également, ce qui est intéressant, c'est que le bâtiment commence à refléter aussi l'architecture interne. Donc on voit déjà une monumentalité externe et on voit aussi comment l'édifice à l'intérieur est divisé. Je ne sais pas si on me suit, mais par exemple, on voit ici la coupole et derrière, on a ce fronton en fait qui correspond à l'espace au-dessus de la scène. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on commence à voir la fonction visible de l'extérieur. Et dans cette salle, on voit que désormais, le bleu fait place à la couleur rouge. Alors, le rouge a commencé à s'imposer dès la fin de la Révolution, mais il a été abandonné un petit temps parce qu'il faisait trop écho à la couleur du sang qui venait d'être versé. On était encore un peu dans ce traumatisme-là. Mais il s'impose à nouveau dans les années 1820 et 30 avec notamment les débuts du courant romantique. Hein. Donc, il faut aussi imaginer, en plus de ces goûts des artistes du romantisme, qu'à l'époque, jusqu'à la fin du 19e siècle, la salle était allumée pendant tout le spectacle. Et donc, le rouge, en fait, permettait un effet quand même plus tamisé et de concentrer l'attention des spectateurs vers la scène, vers les acteurs. Et je rebondis sur mon étude de la façade hein, qui reflète donc à l'extérieur l'architecture intérieure. Ici, je vous ai mis le théâtre des Champs-Élysées
de l'architecte Auguste Perret qui a été inauguré en 1913. Et c'est un cas unique pour l'époque parce que là, on commence à voir plusieurs salles avec des fonctions différentes dans un monument ludique. Alors, je vous explique. Donc, vous voyez, là, on a la façade Art déco. Et donc, là, nous avons un opéra avec une salle à l'italienne. On a une comédie et un studio. Donc, deux salles qui sont dédiées, quant à elles, au théâtre, qui était plus conçu à la française. Et c'est aussi à cette époque que l'on commence également à s'intéresser au confort des spectateurs. Et par exemple, avec les avancées technologiques, on commence à avoir un ascenseur, du chauffage au sol, la clim aussi. Et avec ces nouvelles technologies, on pense à la lumière également, qui est vraiment fondamentale donc, dans les théâtres. Alors cette fois-ci, on peut enfin éteindre les lumières parce qu'on a l'électricité. Et donc les lustres, à l'époque, commencent à être délaissés pour un bouclier lumineux et avec donc une lumière homogène et aussi des lumières fixées dans des corniches dans le plafond. On a une autre rupture qui est importante, ici en 1913 toujours, c'est la salle du théâtre du Vieux Colombier de l'architecte Jacques Copeau. Et vous voyez, là, on est vraiment dans un concept différent de ce qu'on vient de voir. Et là, le choix des metteurs en scène est très important avec la suppression, vous remarquez, la suppression du cadre de scène qui marquait jusque-là la césure entre le public et la scène. Et le plateau aussi est dépouillé pour privilégier vraiment l'œuvre et les acteurs. Mais il faut attendre les années 60 pour avoir une vraie remise en question du lieu théâtral, une réflexion profonde sur le sujet, grâce notamment au colloque de Royaumont qui a été organisé donc en 61 à l'initiative du CNRS. Et ce colloque portait sur le lieu théâtral dans la société moderne. Et la même année, d'ailleurs, des maisons de la culture sont programmées. Donc, comme je vous ai mis ici la maison de la culture d'Amiens, qui, elle, a été inaugurée en 66. Et en fait, la mission de ces maisons de culture était d'offrir un outil polyvalent et de proposer donc plusieurs modes d'expression artistique et une animation en continu. Mais ce système, en fait, modulable et polyvalent a des limites. Et il s'illustre assez bien avec la salle modulable Jean Villard du théâtre Chaillot. Donc, cette salle, elle a été voulue par Jacques Lang, qui était président de ce théâtre donc, dans les années 70. Mais on a remarqué avec l'expérience, l'utilisation, que ce système est très coûteux, il est difficile d'entretien et en fin de compte, ce n'est pas très efficace. Si je peux faire une comparaison, on va dire que c'est un peu comme dans un bon resto, moins il y a de plats, plus on est sûr de la qualité. C'est à peu près pareil. D'ailleurs, cette salle, elle a fermé en hiver 2022, là. Donc, elle est en train d'être restaurée et surtout optimisée. Donc, on est bien curieux de voir ce qu'elle donnera à sa réouverture. Et là, enfin, le meilleur pour la fin. Donc, je vous propose un final sur la Malines. Alors, nous sommes à la Couarde-sur-Mer, à l'île de Ré. Et la première salle, dont je vous ai mis une photo ici, elle a été construite en 1993 sous l'impulsion du maire Paul Neveur. Et au début, cette salle, elle proposait des concerts, du cinéma. Et petit à petit, la programmation s'est diversifiée pour répondre à la demande du public rétais. Donc, on pouvait y avoir du théâtre, de la danse ou même des spectacles d'humour. Mais avec le temps, eh bien, la salle ne suivait plus la demande et donc elle devait être révisée, adaptée aux contraintes techniques, notamment du spectacle vivant. Donc, c'est là qu'on a mis en place environ 25 ans après son ouverture, un jury qui devait donc sélectionner un projet dans le cadre d'un concours d'architectes. Et c'était, on peut dire, pour ces cabinets d'architecture, un vrai challenge
parce qu'il fallait répondre à ces nouveaux besoins de polyvalence. On voulait différents types de spectacles différents, ainsi que du cinéma. Mais on a vu que cette polyvalence a ses limites avec les exemples du XXe siècle. Donc, il y avait toute une réflexion à faire. Et c'est le projet du cabinet Blond et Roux Architectes qui a été sélectionné pour la simplicité de ses formes et la solution proposée. Donc, vous voyez que cette solution, ici, on a le plan. Alors, j'explique un petit peu. En rouge, c'est l'ancienne disposition, l'ancienne salle. Et en noir, c'est la disposition actuelle. Donc, cette solution devait accueillir à la fois l'accueil, les bureaux, la salle de spectacle principale et une salle de cinéma, le tout dans un espace restreint quand même qui est de 1336 mètres carrés. Donc pour cela, il a fallu acheter le local attenant ici, donc qui a permis d'y installer l'accueil et les bureaux. Comme ça, on a sauvé de l'espace sur le reste du bâtiment. Et ici, donc, il a fallu en fait pivoter, ça a été la solution, mais comme quoi. Donc, vous voyez en rouge l'ancienne salle, on l'a pivotée comme ceci. Je ne sais pas si mon curseur l'illustre très bien. Ouais. Et ainsi, on a deux salles. Donc ici, la salle de spectacle principale. Et devant, nous avons même la place d'intégrer la salle de cinéma. Et aussi le projet intégrer toute une harmonie, si je puis dire, extérieure. Pourquoi je dis une harmonie? Parce qu'il fallait qu'il s'intègre quand même cet espace dans le paysage urbain protégé de l'île de Ré, mais il fallait aussi qu'il y ait une distinction entre l'espace, le monument de spectacle et les habitations, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas garder, par exemple, des tuiles, donc cet aspect de maison. Et donc, ici, on a une façade en béton et qui permet vraiment, en béton blanc, pardon, donc qui permet de s'approprier l'espace. D'ailleurs, pour les Journées du patrimoine, à la Malines, ils avaient fait un spectacle de danse sur les parois. Donc, en fait, le lieu extérieur est assez neutre aussi pour accueillir du spectacle, en fait, donc autant intérieur qu'extérieur. Et aussi, pour la construction de cet édifice, il y avait le problème du milieu des inondations. Donc, c'était à ça aussi qu'il fallait penser. La tempête Xynthia nous l'a rappelé cruellement, que donc il y avait ces risques. Alors, il fallait aussi penser cet édifice selon le plan de prévention des risques naturels d'inondation, qu'on appelle le PPRI. Donc là, la Malines a été construite à un niveau de l'inondation Xynthia, plus de 60 cm. Donc, on apprend de tout ça. Alors, eh bien, écoutez, maintenant, nous avons le projet, on a les autorisations. Alors, c'est parti. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été témoins de tous ces changements, mais les travaux ont donc commencé au printemps 2018. Et pour ceux qui l'ont vécu, ça a été toute une série de péripéties. Alors, à se demander s'il y avait une malédiction de la part des architectes de la Renaissance qui étaient outrés de voir ce genre de monument qui n'était pas du tout selon les règles de l'art antique. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs péripéties, donc comme un câble du pont qui s'est rompu, qui a empêché donc le passage des poids lourds qui acheminaient les engins de chantier, pardon, comme si j'ai envie de dire pas de pierre, pas de palais. Il y a eu aussi la crise sanitaire du Covid, donc qui a eu pour conséquence des confinements et des difficultés d'approvisionnement, un problème de transformateur électrique et j'en passe. Mais malgré tout ça, tout est bien qui finit bien. Notre salle de la Malines a été inaugurée le 24 mars 2022. Donc, ça va faire bientôt un an d'ailleurs. Et sa gestion a été confiée à un domaine culturel donc de la Malines, qui est un service de la CDC. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire un petit coucou les collègues. Et également, avec Hélène, on donne des visites durant l'année dans la Malines. Donc, on aime ça coopérer aussi avec les collègues de Ré, domaine culturel. Donc, vous pourrez nous retrouver notamment au printemps pour les visites flash là-bas.
Alors, je parle de la maline, mais pourquoi ça s'appelle comme ça? Donc, en fait, c'est un terme, la maline du XVIe siècle, qui était utilisé dans les régions du littoral comme chez nous, pour désigner en fait la période des plus forts coefficients de marée, donc selon la pleine ou la nouvelle lune. Donc, en fait, la maline, ça renvoie à cette idée d'ascension, comme les marées, d'élan, mais aussi ça renvoie à la maline, on pense à ce qui est malin, donc ça fait aussi écho à l'ingéniosité et à l'audace. Et d'ailleurs, en parlant d'ingéniosité, on va faire un petit tour du propriétaire ensemble. Donc, vous voyez ici, nous avons l'accueil extérieur, donc qui invite vraiment le public à entrer avec ses baies vitrées. Et ensuite, quand on entre, donc là, vous voyez, nous sommes dans l'entrée avec l'accueil ici et le bar. Derrière, il y a les bureaux. Et donc, en fait, il y a toute une mise en scène où là, vous voyez que petit à petit, en fait, l'espace commence à être restreint. Et en fait, nous allons avoir de moins en moins d'ouverture, plus on s'enfonce vers les salles de spectacle. Donc, ça fait en fait une transition sonore et visuelle. Et cet espace est conçu un peu comme un écrin qui protège un bijou, en fait. Bon, un peu comme une huître et sa petite perle. Et donc ensuite, on entre dans la grande salle de spectacle qui a une capacité assise de 294 places, sans mentionner les places à mobilité réduite, bien évidemment. Donc, on a des grandes façades ici sans ouverture sur l'extérieur, donc qui contribuent à une isolation acoustique et visuelle. Et alors, il y a un petit détail aussi, vous voyez les murs ici. Alors, ce n'est pas un effet d'art contemporain ou autre. En fait, c'est de la technologie. Donc, c'est un ensemble de lames de bois horizontales. Et en fait, on a des panneaux pleins qui envoient le son. Et ils sont en fait en quinconce un peu avec des panneaux perforés qui absorbent quant à eux le son. Et donc, ça offre un son homogène de qualité dans la salle. Donc, bon, c'est un petit peu comme Épidore, mais en version espace clos, on va dire. Et aussi, grâce à cette technologie, donc j'ai dit où on a vraiment une isolation acoustique et visuelle, eh bien, à côté, derrière cette grande salle, nous avons donc cette salle de cinéma. Et ainsi, on peut projeter un film en même temps que nous avons un spectacle de cinéma ou même des artistes en résidence, hein, quand les artistes sont en résidence dans un acte de création. C'est vraiment encouragé par l'équipe de la Maline et la CDC. Donc, ils peuvent aussi faire leur création dans la grande salle, mais on peut toujours projeter du cinéma ou faire des conférences à côté. Et donc, les deux ne s'opposent pas du tout. Donc, on a une très bonne isolation. Et donc, grâce à ces installations, eh bien, la Maline peut vous offrir une programmation très riche hein, à l'année. Avec au menu, on a du cinéma, du spectacle vivant, avec donc de la musique, du cirque, du théâtre, bon, de la danse, il y en a pour tous les goûts. Ce qui est également important, c'est l'aspect de transmission avec des actions de médiation pour la jeunesse. Donc, il y en a autant dans le patrimoine comme nous, mais aussi à l'action culturelle. Et le tout s'inscrit dans une démarche de création, comme je vous l'ai dit, avec la résidence qui est offerte aux compagnies artistiques pour créer ces spectacles. Et donc, la Maline concrétise ce lien entre les habitudes culturelles rétaises et donc ce renouvellement architectural et de programmation, pardon, qui est le résultat de tout le développement, toute l'histoire qu'on vient de survoler ensemble. Voilà, ben, je vous remercie pour votre attention. Et puis, s'il y a des questions, on va se faire un plaisir avec Hélène d'y répondre parce que voilà, je suis arrivée l'été dernier, donc peut-être que Hélène a des informations aussi qui vont compléter selon les questions. Merci. Ok, alors. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce que tout le monde m'entend de nouveau? Vous pouvez réactiver votre micro si vous le désirez.
Activez vos caméras aussi également si vous voulez parler ou intervenir. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Mélissa, tu peux venir à côté de moi si tu veux. Bah ouais, Pour répondre, ça serait peut-être plus sympa. Alors, pardon, j'ai pas ma caméra, excusez-moi. Voilà. il faut quand même le dire, même notre ballon est bleu. Voilà. Oui, j'avais mis un t-shirt bleu, donc je ne savais pas, mais voilà. Je suis habillée en bleu aussi, c'est très bien. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, vous pouvez passer soit par vos micros en le réactivant, soit passer par la discussion écrite, et puis on répondra évidemment à l'oral si tout le monde nous entend. Bon, pas de questions, mais félicitations, très intéressant. Merci. Merci. Bravo. C'était la première conférence de Mélissa, donc voilà. Bravo. Elle en fera d'autres. Hein. Voilà. Et pas facile de tenir effectivement en 3 quarts d'heure. C'est pas évident. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème. En tout cas, c'était très, très complet. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr. L'idée aussi, nous, c'est d'éveiller votre curiosité et que vous puissiez aller voir un petit peu plus loin si vous avez envie. Ça donne envie de voyager, effectivement. Hein. Ah, mais c'est super, c'est ce qu'on C'est vrai. D'autres questions, d'autres remarques par rapport à la Malines? C'est bon pour tout le monde? Oui, on apprécie d'y aller, hein, c'est chouette. Hein. Ouais. Bon. Alors, effectivement, on va programmer des visites flash pour ceux qui sont sur le territoire ou qui ont l'habitude de venir. Donc, au mois d'avril, on fait toujours nos visites flash. Donc, l'idée, c'est qu'en 30 minutes, on vous propose la découverte en fait, d'un monument. Donc, il y aura 2 visites de la Malines et on passera par l'arrière, on passera sur la Seine pour vous faire découvrir en fait l'envers du décor. Voilà. Oui, désolée, Madame Lacombe, j'ai vu votre mail sur Pays d'Art et d'Histoire, comme quoi vous n'arriviez pas à vous connecter, donc vous êtes arrivé en cours de route. Mais je vous rassure, effectivement, vous pourrez regarder le replay puisque j'ai enregistré la conférence. Donc, on va la mettre sur le site internet de la communauté de communes et vous pouvez taper nos replays patrimoine et vous tomberez directement dessus. Et d'ailleurs, vous aurez aussi les médiations de l'année dernière. Donc, il ne faut pas hésiter à les revoir en replay. Et en plus, on peut appuyer sur pause quand on a besoin de faire une pause. Donc, on peut les regarder en plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres questions, eh bien, on va mettre fin à la conférence. Et puis, en tout cas, on se retrouve le mois prochain. Mais alors, quand je dis le mois prochain, c'est dans pas si longtemps que ça, puisque la prochaine conférence, c'est le 9 mars. Et ça sera avec moi. Ça sera sur les ponts. Donc, la construction des ponts, comment l'architecture se met au service de nos besoins pour passer de l'autre côté. Voilà, donc on se retrouve le 9 mars. Toujours pareil, vous allez recevoir l'invitation avec le lien Zoom pour vous connecter directement. Et puis sinon, on peut se retrouver en direct le 23 février, toujours avec moi, à Arcenray, à la salle des fêtes, pour la causerie qui est organisée par Laïa. Tu vois, Monsieur Callot qui fait ouais. C'est chez nous. Est-ce que c'est une soirée déguisée? Alors voilà, c'est une soirée déguisée. On va présenter des costumes. Je crois qu'il va y avoir même des crêpes et de la musique. Mais je crois qu'avant, il faudra faire quand même l'effort de m'écouter puisque je vais raconter l'histoire des carnavals et Mardi Gras, notamment bien sûr avec un focus sur la fête d'Arcenray, avec énormément de souvenirs que je vais essayer de retranscrire parce que j'ai eu beaucoup de souvenirs m'ont été comptés. Donc, je vais essayer de vous les retranscrire. Voilà, donc ça c'est le 23 février à 18 h à la salle des fêtes d'Arcenray. Donc, n'hésitez pas à venir aussi pour ceux qui le peuvent. Voilà. Ben, je crois qu'on a tout dit. Merci. Merci à vous. Merci à toi, Mélissa. Et puis, rendez-vous au mois de mars. Bonne soirée, à bientôt. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Merci et bravo. Hein. Merci. Bravo. C'était la réunion.